Le portier ne regarda pas son visage. Il regarda sa robe. C'était la troisième fois qu'il la regardait. La première, lorsqu'elle avait présenté le billet. La seconde, lorsqu'elle avait insisté. Et maintenant ce troisième regard, plus lent, plus délibéré, comme un homme qui examine une pièce de monnaie qu'il s'apprête à refuser. Mademoiselle, je regrette. Le billet est annulé. Adrienne de Saint-Aubin pressa sa main gantée contre le petit réticule qui contenait les 18 francs qu'elle avait économisés pendant 4 mois en vendant des bordures de dentelle à la couturière de la rue Bonaparte. Et elle dit, très doucement, « Alors lisez-le encore, monsieur. » Il ne le relut pas. Il regarda plutôt par-dessus son épaule vers la foule qui s'amassait dans le vestibule de marbre de la salle Le Pelletier, ce froid lundi soir du 9 novembre 1868, et son œil saisit ce qui l'attendait. Et il fit le plus léger mouvement du menton, comme un portier signalant un fiacre. Un rire s'éleva. C'était un rire de femme. Mais ma chère cousine. Adrienne n'eut pas besoin de se retourner. Elle connaissait cette voix comme on connaît une porte qui s'est fermée trop souvent contre soi pour qu'on puisse les compter. La vicomtesse Sylvaine de Marbeuf traversa vers elle dans une robe de soie céladon qui valait toute la rente que le père d'Adrienne avait laissée derrière lui avant d'être tué dans un duel aux cartes. Et elle traversa le marbre comme s'il avait été posé pour ses pas. Et elle prit Adrienne par le coude avec la douce violence d'une bonté qui voulait blesser. « Ne te l'avais-je pas dit, ma chère, l'affaire de la loge? Elle était réglée. Le marquis devait faire prévenir. » « Quelle loge, Sylvaine? » « Eh bien, la loge du marquis de Tournelle. N'as-tu donc pas compris, mon cœur? Tu n'es pas sur la liste. Le portier a reçu ses instructions. Le marquis de Tournelle les rejoignit, alors, se redressant de toute sa mince hauteur, ses moustaches cirées en pointe, son eau de Cologne le précédant d'un demi-pas. Il n'avait pas oublié que, 3 ans auparavant, il avait offert à Adrienne, alors âgée de 19 ans, la protection d'un petit appartement près du boulevard Malesherbes et l'amitié de sa bourse, et qu'elle lui avait répondu par un seul mot, qui était non. Il n'avait pas oublié, et ce soir il entendait qu'elle s'en souvint. « Mademoiselle de Saint-Aubin, dit-il, assez fort pour que les lampes le long de la corniche dorée semblassent en trembler. J'avoue que j'aurais dû être plus clair dans mes instructions à la maison de votre tante. Une jeune fille, dans votre situation particulière, ne saurait paraître à de pareilles assemblées sans escorte convenable. La chose se lit autrement. Les gens en tirent des conclusions. Quelles conclusions, monsieur ? Qu'elle est venue pour être regardée. Le rire qui suivit vint de 3 hommes près de la fontaine, aux nymphes de marbre, d'une dame mince en gaze violette, de Sylvaine, et de quelques autres qui se trouvaient trop loin pour avoir entendu, et qui rirent parce que le bruit avait commencé, et qu'ils souhaitaient en faire partie. La salle, Le Pelletier, avait une acoustique particulière. Elle portait le rire aussi bien qu'elle portait Verdi. Adrienne ne répondit pas au marquis. Elle ne répondit pas à Sylvaine. Elle se tourna plutôt vers le portier et ne lui adressa que les seuls mots qui lui restaient, qui furent ceux-ci. « Alors je ne vous importunerai pas davantage, monsieur. » La foule s'écarta. Elle ne s'écarta pas pour elle. Elle s'écarta parce que la sonnette du parterre avait commencé et que chacun voulait gagner sa place. Elle traversa au milieu d'eux dans la modeste soie couleur de vin qui avait été celle de sa mère, retaillée 2 fois
et une fois encore, frôlant les jambes des inconnus. Et à la porte, elle ne s'arrêta point, et sur les marches, elle ne s'arrêta point. Et sur le pavé de la rue, le pelletier, elle ne s'arrêta qu'au bec de gaz du coin du bouquet d'Italie, le petit café dont les fenêtres étaient déjà dorées de lumière, de rires et de gens qu'on n'y conduirait pas. Ce fut là, sous le bec de gaz, que Solange, la vieille femme de chambre de sa tante, qui avait fait à pied la demi-lieue depuis le faubourg Saint-Germain parce qu'elle n'en avait mis pas le prix d'un fiacre, la prit par les deux mains et ne voulut plus la lâcher. Solange, qui avait soigné sa mère dans les derniers jours de sa phtisie et lavé son corps pour la tombe, ne dit que « ma petite ». Et Adrienne, qui ne pleurerait pas là où les portiers de Paris pourraient la voir, leva le menton et regarda, en remontant la rue, vers la grande façade éclairée au gaz de l'opéra, où l'orchestre s'accordait déjà, et elle prononça à voix haute, doucement, dans l'italien que sa mère lui avait enseigné dans le petit salon au pianoforte cassé. « Tu, je le vanita, conoscesti del mondo ». C'était le vers d'Élisabeth de Valois dans le nouvel opéra du maestro Verdi, un vers qui veut dire « Toi qui as connu les vanités du monde ». C'est la prière d'une reine à qui l'on a tout donné et qui a tout perdu et qui a enfin compris le prix des palais. Adrienne le prononça. Puis elle rentra chez elle. Elle ne vit point l'homme sous le second bec de gaz. Il se tenait là depuis quelque temps déjà. Il n'était pas grand à la manière des hommes grands qui souhaitent être remarqués. Il était grand à la manière des hommes grands qui ont décidé de ne pas l'être. Il portait un manteau de soirée noir au col de zibeline et des gants de chevreau gris. Et il avait le visage immobile d'un homme qui a appris par longue pratique à ne rien laisser paraître qu'il n'ait d'abord compté et pesé. Il s'appelait Lucien Armand de Rochefort. Il avait 32 ans. Il était le seul fils vivant du feu duc de Rochefort, et il était l'homme non marié le plus riche du faubourg Saint-Germain. Paris l'appelait, dans les salons où il n'était point présent, le duc de glace. Il avait entendu chaque mot prononcé par le marquis. Il avait entendu le rire à la fontaine. Il avait entendu le vers italien au bouquet d'Italie. Lorsqu'Adrienne et Solange eurent tourné le coin vers la rue Saint-Lazare, le duc de Rochefort referma sa montre dans son gilet d'un petit déclic et rentra dans le vestibule de la salle Le Pelletier. Il trouva le portier. « Quel est votre nom, monsieur ?»« Faraud, votre grâce. »« Depuis combien de temps servez-vous ici ?»« 11 ans, votre grâce. » « Vous n'y servirez pas pour la 12e. Reprenez votre poste, je ne souhaite point de scandale devant le public. On vous fera signe. » Il passa devant Faraud, monta seul à la loge qui lui était réservée depuis l'année de sa majorité, et resta tout le temps de Don Carlos, avec l'immobilité d'un homme à un enterrement. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il rentra à l'hôtel de Rochefort, rue de Varennes, et s'assit dans sa bibliothèque devant un feu dont il n'avait pas remarqué la présence. Et enfin, il se leva et traversa jusqu'au grand bureau de noyer contre le mur d'Orient, et il ouvrit, avec une clé qu'il portait toujours sur lui, le petit tiroir fermé à gauche. Il ne contenait qu'une lettre. Le papier en était jauni au bord. L'encre avait pris la couleur du sang séché. Elle était datée du 11 octobre 1863. Elle était de la main de sa sœur et elle était de 4 lignes. « Lucien, le comte de Vaugrineuze a tourné contre moi le 3e salon. Il dit que l'on ne me reçoit plus.
J'ai mangé ce matin, mais je ne puis répondre de demain. Je n'écrirai plus. Si tu rentres, ne rentre point en colère. Monsieur Marguerite, 19 ans, dans les 10 jours qui suivirent, dès qu'ils suivirent l'écriture de ces 4 lignes, dans le caveau de famille au Père-Lachaise. Il avait été au siège de Puebla. Il avait reçu la lettre avec 3 semaines de retard. Il avait reçu la nouvelle 2 jours après la lettre. Il s'était trouvé à 6000 milles de Paris quand le 3e salon s'était fermé à sa sœur. Et il avait lu dans cette distance toutes les raisons pour lesquelles il n'avait pas été là, jusqu'à ce qu'enfin il prit la seule raison qui admit une action et la déposa au pied du comte de Vaugrineuses. Et il était à cette tâche par les patients instruments dont les hommes de sa qualité usent contre les hommes de qualité égale depuis 4 ans. Le comte s'était retiré à Bruxelles depuis quelques années. Il n'en avait pas encore fini. Bientôt, il en aurait fini. Or, en ce qui concerne le vestibule de la salle Le Pelletier, dans le second empire du 3e Napoléon, il faut savoir que c'était un lieu non moins conséquent que le parquet de la Bourse. Posséder une loge, figurer sur la liste des abonnés, voir son cocher, reconnu à la porte cochère, c'était là des titres de rang. Une jeune fille, sans dot, paraissant seule avec une femme de chambre, n'était pas refusée pour son billet. Elle était refusée parce qu'elle avait présumé d'exister en l'absence des hommes qui auraient dû la mener. Telle était la loi de la salle Le Pelletier dans les années 60, et elle était par conséquent inviolable. Le duc de Rochefort, qui jusqu'à ce soir-là avait tenu cette loi pour étrangère à ses préoccupations, y porta désormais son esprit et entreprit de la briser. Il avait vu Adrienne de Saint-Aubin pour la première fois 2 ans auparavant, dans le salon de la princesse Mathilde, où Madame de Vaugirard avait paradé sa belle-fille Sylvaine comme on parade un cheval qu'on veut vendre. Adrienne y était comme la cousine pauvre, l'embarras de la voiture. Et lorsque la princesse avait demandé de la musique, c'était Adrienne et non Sylvaine que l'on avait pressée vers le piano parce que Sylvaine ne jouait pas. Adrienne avait posé le nocturne lent de Chopin en U-dièse mineur avec une justesse de toucher qui avait fait taire la conversation au fond du salon sans qu'elle parût s'en apercevoir. Et au terme de son jeu, elle avait regagné son siège sans révérence, parce qu'elle n'avait point joué pour être admirée. Il avait lu son nom dans le registre des visiteurs à la porte. Il s'était rendu le lendemain matin chez Maître Vaillant, rue Saint-Honoré, et il avait prié Maître Vaillant de faire une petite enquête particulière sur la famille du feu comte Frédéric de Saint-Aubin. L'enquête avait pris 3 semaines. Maître Vaillant était revenu avec un dossier. Et le dossier contenait le nom de l'homme qui avait tué le comte Frédéric dans un duel aux cartes en 1855, et le nom était Vaugrineuses. Il ne lui avait pas parlé alors. Il ne lui avait pas parlé dans les 2 années qui avaient suivi. Il l'avait vu 3 fois. Une fois sur un banc des Tuileries, dans un manteau trop léger. Une fois chez une marchande de fleurs, près de la Madeleine, payant avec soin un seul brin de narcisse blanc. Une fois aux portes du théâtre italien, attendant sous la pluie un fiacre que le cocher de sa tante avait reçu l'ordre de ne pas envoyer. Et chaque fois, il ne s'était point approché, parce qu'il ne pouvait être certain que ce qu'il éprouvait pour elle fût un sentiment, et non une symétrie. Il avait été jadis un homme qui avait laissé une femme de son sang seule, par un temps de froid, et il l'avait payé. Et il ne le paierait pas 2 fois en s'approchant à la hâte d'une jeune fille
dont il avait lui-même en partie causé l'orphelinage, en n'étant point rentré du Mexique à temps pour appeler le comte de Vaugrigneuse en duel, avant que celui-ci n'eût tourné contre Marguerite, le troisième salon. Il avait laissé passer 3 semaines après le salon de la princesse Mathilde, en octobre, durant lesquelles il avait décidé d'écrire à madame de Vaugirard, et il n'avait pas écrit. Et le 9 novembre, mademoiselle de Saint-Aubin s'était rendue seule à la salle Le Pelletier, avec 18 francs et la soie de sa mère et une vieille servante. Et les portiers de Paris lui avaient fait ce que les salons de Paris avaient fait à Marguerite. Il avait été 3 minutes au bec de gaz. 3 minutes seulement. Il avait été en retard d'une saison. Il se dit, dans la bibliothèque de l'hôtel de Rochefort, devant un feu dont il n'avait pas remarqué la présence, qu'il ne serait plus en retard. Il avait des affaires à régler. Au cours des 3 semaines qui suivirent, la location discrète de la salle Le Pelletier pour une soirée, moyennant une somme qui ne figurerait pas dans les registres de cet établissement, le rappel à Paris de la soprano italienne Madame Anna Galetti depuis sa propriété près d'Asti, et le réengagement d'un orchestre. Rien de cela ne fut difficile. L'argent va comme va l'argent quand il est mu par la main qu'il faut. Ce qui avait été difficile, ce fut la lettre, que le duc avait écrite et déchirée encore, et qu'il avait enfin composée non comme une demande, ni comme une persuasion, ni comme une confession, mais comme un fait simplement posé d'une main simple. Mademoiselle, le soir du 30 du présent mois, la salle Le Pelletier donnera l'opéra de Don Carlos pour un public d'une seule personne. Si vous consentez à être ce public, la salle Le Pelletier en sera honorée. Vous pourrez amener qui vous voudrez. Rien d'autre n'est demandé. Rochefort. La lettre arriva à l'hôtel particulier de madame de Vaugirard à 4 heures de l'après-midi du 27, scellée des armes de la maison de Rochefort. Madame de Vaugirard considéra le sceau pendant une grande minute avant de faire appeler sa nièce. « Adrienne. Madame. C'est pour toi. » Adrienne brisa le sceau d'une main qui ne trahissait que le moindre tremblement. Elle lut, elle relut, elle tendit la lettre à sa tante sans rien dire. Madame de Vaugirard la lut. Puis elle dit, d'un ton qu'elle n'avait pas pris depuis l'année où elle avait épousé en premières noces son défunt baron. « Tu iras. Madame, je ne... Il n'y a rien à comprendre. Tu iras. Tu mettras la soie de ta mère. Tu prendras Solange. Tu rentreras à l'heure honorable. Et tu me raconteras tout. » Adrienne replia la lettre contre sa poitrine. « Et Sylvaine ?» Madame de Vaugirard regarda la chaise vide de sa belle-fille à la petite table du déjeuner. « Sylvaine, dit-elle, n'a pas été conviée. » Il tomba sur la maisonnée dans les 3 jours qui précédèrent le 30, ce silence qui tombe sur une chambre où l'on attend un coup de tonnerre. Sylvaine apprit le contenu de la lettre par les petites traîtrises des domestiques, et elle ne s'emporta pas. Elle se fit plus calme et plus polie, et s'assit tout païki comme un couteau passé sur la pierre. On envoya chercher le marquis de Tournelle. Ils s'assirent dans le petit salon vert et parlèrent de certains papiers et de certaines écritures et de certains livres au Jockey Club et d'un conte qui se trouvait à Bruxelles et qui, par un seul tour habile, leur deviendrait fort utile en effet. Et ils se séparèrent avec l'accord de gens d'affaires qui se sont compris. Adrienne ne sut rien de tout cela. Elle s'éveilla le matin du 30
2h30 dans la petite chambre d'attique de l'hôtel particulier de sa tante, vêtue de la soie sombre couleur de vin qui avait été celle de sa mère, ayant épinglé à sa gorge l'unique perle d'eau douce que sa mère lui avait pressée dans la main de ses 13 ans, l'année de sa mort. Et elle dit à son reflet dans le verre fêlé: « Tuche le vanita, conoscesti del mondo ». Le fiacre arriva à 7h30. Ce n'était pas un fiacre. C'était une voiture particulière aux armes de Rochefort, dissimulée sous un panneau de cuir uni, les chevaux noirs, le cocher silencieux. Il l'aida à monter comme si elle eût déjà été duchesse, et l'hôtel de Vaugirard tomba derrière elle dans le crépuscule de novembre. Elle arriva à la salle Le Pelletier 5 minutes avant l'heure. La façade était sombre. Il n'y avait point de lampe le long du devant, point de voiture rangée rue Le Pelletier, point d'homme en habit noir aux portes. La rue était vide, à l'exception de 2 lanternes suspendues à la porte cochère de l'opéra et d'une haute silhouette qui se tenait au-dessous. C'était le portier. C'était Faraud. Il ne regarda point sa robe. Il regarda son visage, et il s'inclina, et il ouvrit la porte. Et il dit, d'une voix qui servait pour la première fois en 11 années à la vérité: « Madame, je vous prie de bien vouloir entrer. » Elle entra. Le vestibule avait été éclairé d'un seul lustre, à demi tamisé. Le marbre était vide. Un valet en livrée de Rochefort se tenait au bas du grand escalier. Il s'inclina. Il la précéda. Le couloir du premier rang avait été éclairé. Les autres rangs étaient pomponnés, étaient sombres. Il la mena devant les loges qu'elle ne connaissait pas jusqu'à une seule porte au centre de la courbe, la loge qu'en temps ordinaire on réservait à l'impératrice Eugénie, et il la lui ouvrit et il dit: « Sa grâce attend, madame. » Le duc de Rochefort se tenait debout contre la rampe. Il se retourna à son entrée. Il s'inclina très bas, vint à elle, lui prit la main et la baisa. Non à la manière dont les hommes du faubourg Saint-Germain baisent la main des femmes qu'ils ne connaissent point, mais à la manière d'un homme qui a longtemps attendu de faire convenablement une petite chose. Mademoiselle de Saint-Aubin, pardonnez-moi l'irrégularité de l'heure, je n'ai pas su trouver d'autre manière de défaire ce qui avait été fait. Monsieur le duc, je ne comprends pas. Vous étiez venu entendre Don Carlos. Vous l'entendrez. L'orchestre est en bas. Madame Galetti est en costume dans les coulisses. Chaque siège et chaque lampe de ce théâtre sont à votre disposition ce soir. Personne ne rira, mademoiselle. On ne permettra à personne de rire. Il marqua un temps. Je vous ai entendu, il y a 3 semaines, sous le bec de gaz au Bouquet d'Italie. Tuche le vanita, conoscesti del mondo. Vous avez prononcé ce vers comme on l'a vécu. J'aurais dû intervenir dans le vestibule. Je ne l'ai pas fait. Cette soirée est mes excuses. Elle ne put parler. Il recula d'un pas. Si vous trouvez les excuses insuffisantes, et vous êtes en droit de le penser, vous n'avez qu'à le dire. La voiture attend. Vous pouvez retourner rue de Grenelle et ne plus jamais me revoir. Mais si vous le permettez, le rideau se lève dans 7 minutes. Elle regarda derrière lui le grand corps creux de la salle, le Pelletier, le gaz qui montait dans le lustre du dôme, les loges dorées qui montaient, vides de tous côtés, le rideau rouge suspendu et qui attendait, les sièges du parterre inoccupés et destinés à le rester. Elle regarda la salle vide qu'il avait refusée 3 semaines auparavant. Et elle dit de la voix tranquille qui était la sienne: « J'écouterai l'opéra, monsieur. » Il s'inclina. Elle s'assit.
Il ne s'assit point à côté d'elle. Il s'assit dans le fauteuil au fond de la loge, où il ne pourrait voir son visage, et où elle ne se sentirait point regardée. Solange s'assit dans le coin, le châle ramené sur les épaules, et le lustre monta jusqu'à toute sa flamme, et l'orchestre en bas attaqua les accords, sourds et menaçants, par lesquels Verdi ouvre le second acte. L'acte du cloître. Adrienne pleura une fois durant le troisième acte, lorsqu'Élisabeth fit ses adieux à Don Carlos. Elle ne pleura pas tout haut. Le duc, derrière elle, vit le petit mouvement de son épaule et ne fit rien. À l'entr'acte, il vint en avant et se tint à la rampe à côté d'elle. « Mademoiselle, monsieur le duc, j'ai une chose à vous dire. Elle ne sera pas longue. Je vous prie de m'écouter sans répondre ce soir. »« Parlez, monsieur. » Il ne la regarda point. Il regarda le parterre vide. « Vous avez été lésé dans cette maison et dans d'autres, depuis que les dettes de votre père font partie de la saison parisienne. Vous le serez encore. Une soirée ne saurait être un bouclier. Je vous offre mon nom, mademoiselle. Mariage. Non pour les raisons pour lesquelles les hommes de mon rang en font ordinairement l'offre. Je ne demande point votre amour, et je n'exige point votre gratitude. Je demande seulement que vous compreniez qu'avec mon nom autour de vous, aucune porte de France ne se fermera plus à votre visage, et aucun rire ne s'élèvera plus à vos dépens. Vous êtes libre de refuser. La voiture vous reconduira ce soir, quelle que soit votre réponse. » Elle se tut longtemps. L'orchestre en bas commença à se réaccorder pour le quatrième acte. « Pourquoi, monsieur ?» Il ne répondit point tout de suite. « Parce que j'ai veillé sur une femme que Paris a feint de ne pas voir, mademoiselle, et j'ai décidé que Paris la verrait. La raison derrière cette raison m'appartient, et vous l'entendrez à l'heure que je choisirai, si vous m'en accordez le droit. » Elle pensa au tombeau de son père, au Père-Lachaise, où la famille n'avait pas payé pour une pierre. Elle pensa à la voix de sa tante. Elle pensa à Sylvaine. Elle pensa aux vers prononcés sous le bec de gaz. « Je vous donnerai ma réponse dans 7 jours, monsieur le duc. C'est plus que je n'ai demandé. » Le quatrième acte commença. Madame Galetti chanta la prière d'Élisabeth, à la fin comme si on lui avait dit que la femme de la loge avait jadis prononcé ce vers tout haut dans le froid et on le lui avait dit. À la fin, les chanteurs vinrent à l'avant de la scène vide, et ils s'inclinèrent, non vers le corps de la salle vide, mais vers la seule loge occupée, et Adrienne se leva, applaudit et ne put parler. Elle donna sa réponse le 5e jour. Ce fut oui. Or, en matière de dot, il faut comprendre qu'une jeune fille de bonne famille, sans dot, c'est-à-dire sans somme apportée au mariage par les siens, était dans le Paris du 3e Napoléon une créature dans un pays sans passeport. Les portions allaient d'Oxio de 40 000 à 400 000 francs, et ces portions, plus que la naissance, plus que la beauté, plus que la vertu, gouvernaient Noaois qui serait reçu à quelle table. Une jeune fille d'un nom ancien et d'une fortune déshonorée n'était pas mieux placée que la fille d'un petit notaire à Tours, et plus mal placée à un égard, car elle ne pouvait se réfugier dans l'obscurité de la petite bourgeoisie, mais devait demeurer visible sur les listes des grandes maîtresses de maison, embarras qu'on invitait à cause du nom et qu'on ignorait à cause de l'absence de la portion. Le duc de Rochefort, en l'épousant sans dot, avait tiré d'un seul geste discret un fil qui courait à travers chaque salon du faubourg.
Et dans le Paris de Sylvaine de Marbeuf, le fil s'entendit avec une particulière acuité. Le mariage fut célébré dans la chapelle de l'hôtel de Rochefort le 2 février 1869, en présence de la mère du duc, Madame la duchesse douairière de Rochefort, qui prit la main d'Adrienne à la porte de la chapelle et ne dit que « Mon fils n'est pas un homme commode. Il n'est pas non plus un homme infidèle. Soyez la bienvenue, mon enfant. » Et de Madame de Vaugirard, qui parla peu, et en l'absence de la vicomtesse Sylvaine de Marbeuf, qui s'était excusée pour cause de fièvre et que l'on n'avait pas pressée. Il n'y eut point de déjeuner, point de cortège, point d'annonce aux Tuileries. Le duc fit avancer les voitures à midi, et l'on partit cet après-midi-là pour la vallée de la Loire, par la nouvelle ligne de la Compagnie d'Orléans. Adrienne aperçut le château de Rochefort pour la première fois le soir du 4 février, lorsque la voiture venant d'Amboise tourna la courbe du chemin de la rivière, et que les murs blancs s'élevèrent au-dessus des arbres dénudés, avec la tranquille assurance d'un édifice qui se trouvait là depuis 340 ans, et entendait s'y trouver encore 300 ans. Il lui donna au château ses propres appartements. Il lui donna 3 jours de solitude, durant lesquels il ne rechercha point sa compagnie. Il attendit, comme attend un homme qui a déjà attendu 2 ans et n'est point pressé de gâter ce qu'il tient. Le 4e matin, il lui fit porter un mot, la priant de marcher avec lui dans la galerie du Midi à 11 heures, qu'il y avait une pièce qu'il souhaitait qu'elle vît. Elle vint à 11 heures. Il la mena par la galerie du Midi, ornée des portraits des ducs de Rochefort depuis le règne de Henri IV. Et au bout de la galerie, il ouvrit une porte qu'elle n'avait point remarquée, sur une aile du château, fraîchement plâtrée. C'était un salon de musique. Les murs étaient du blanc tendre d'un matin d'hiver. Le parquet était de chêne pâle. 2 fenêtres, plus hautes qu'un homme, donnaient au Midi sur la Loire. Il y avait un piano à queue d'érard ennoyé, une harpe dans le coin et une armoire à musique en cerisier dont les rayons portaient toutes les partitions qu'elle avait jamais aimées: Bellini, Donizetti, Verdi, Mozart, Schubert, dans les éditions qu'avait possédées sa mère, et un petit volume relié de Don Carlos en italien, imprimé chez Ricordi le printemps précédent, et qu'on ne trouvait point encore à Paris. Elle se tourna, affabonna vers lui. « Quand avez-vous fait préparer cela ?»« Il y a 2 ans. Le plâtre est sec depuis 1 an et un quart. J'attendais l'heure convenable de vous le donner. » Elle pressa la main sur les touches fraîches de l'érard. Elle traversa jusqu'à la fenêtre du Midi où la Loire lente tournait, argentée, sous le haut soleil pâle de février, et elle dit, le dos tourné, « Il me faudra un peu de temps, monsieur. Prenez tout celui qu'il vous faudra. » Il la quitta. Elle ne joua point ce jour-là, ni le lendemain. Elle marcha dans les jardins qui avaient été dépouillés jusqu'à leurs ossements, et elle chevaucha le long du chemin de la rivière, avec le duc à ses côtés. Ils parlèrent peu, et ce qu'ils parlèrent fut de la rivière et des vieilles maçonneries du pont de Chargé. Le 8e jour, elle l'interrogea sur sa sœur, dont Madame Robineau, la gouvernante, avait dit une seule phrase prudente le soir de son arrivée, et le duc dit « Marguerite, je vous parlerai de Marguerite à l'heure convenable. Il y a une partie de l'histoire que je ne sais pas encore comment dire, et tant que je ne saurai pas comment la dire, je ne commencerai pas. » Adrienne accepta. On l'avait élevée à accepter le silence des hommes. Ce fut le 11e jour au château qu'elle alla seule au salon
de musique, s'assit au piano et joua le nocturne de Chopin en U dièse mineur. Le lento con gran espressione, le préféré de toute jeune fille à qui sa mère, qui ne fera pas de vieux os, a appris le piano dans un petit salon. Le duc l'entendit depuis la galerie du Midi. Il n'entra point. Il se tint à la porte ouverte, la main sur le chambranle, et il écouta. Quand elle eut fini, elle demeura assise au piano, les mains croisées sur ses genoux, sans se retourner. Il entra. Il se tint derrière elle. Il ne la toucha point. Il déposa sur le clavier, juste à côté de sa main gauche, un petit papier plié. Puis il recula. C'est pour la prochaine fois. Il sortit. Elle déplia le papier après son départ. Il portait une seule ligne, écrite de la main sombre et égale qu'elle commençait à connaître. « Vous chantez comme on prie. » Elle garda le papier dans le couvercle de la petite armoire à musique en cerisier sous la partition de Don Carlos. Au cours des semaines de février et de la majeure partie de mars, la Loire courait haute par le tardif dégel, et la grande vie lente de la maison de campagne la prit en elle. Les promenades à cheval du matin sur la jument alezane à côté de son mari, sur l'étalon noir. Les lectures à voix haute, après dîner dans les bibliothèques de son des luttes de son aïeul, le petit rapprochement quotidien que les gens mariés apprennent avant d'en parler. Il lui faisait porter 2 fois la semaine de petits papiers pliés, 2 vers d'un Verlaine qu'elle ne savait point exister, une citation de Pascal, une fois un vers de Tu, che le vanita de sa propre main, et elle les gardait tous dans l'armoire à côté du premier. 2 fois il lui baisa la main, lentement, à la porte de ses appartements. Il ne l'embrassa pas ailleurs. Elle vint à comprendre, dans le calme de ces semaines, que l'homme qu'on appelait le duc de glace était un homme qui avait décidé, fort jeune, que ce qu'il ne montrait pas ne lui pouvait être ôté, et que les petits papiers, la distance gardée, la promenade matinale, n'étaient point l'absence de sentiments, mais son logement précautionneux. Ce fut un soir avancé de la 3e semaine de février, le vent du fleuve assez haut pour faire trembler les volets de la grande salle dans leur peine de fer, que Lucien posa un volume de Bossuet qu'il lui lisait, regarda dans le feu, et dit sans se tourner: « Mon père aimait Schubert au-dessus de tous les compositeurs. » Adrienne, sur la causeuse, en face de lui, posa son ouvrage sur ses genoux. Il m'enseigna un seul exercice de piano lorsque j'avais 7 ans. Il avait des mains plus larges que les miennes ne le sont. Il joua l'exercice 2 fois et me le fit jouer 2 fois. Et là s'acheva mon éducation musicale. Je n'ai pas posé la main sur un clavier depuis le mois de novembre de 1863. Il marqua un temps. Je viens cependant dans la galerie du Midi lorsque vous êtes au piano. J'y suis tous les matins depuis le 1er février. Je n'entre pas. Je ne suis pas entré. Cette pièce est à vous. Je vous le dis seulement afin que vous sachiez qui d'autre, dans la longue maison, écoute. Elle ne parla point. Elle se leva après quelque temps et traversa le long tapis jusqu'au petit piano droit, noyé dans le coin du salon, non pas le grand et rare du salon de musique, et elle posa la main sur le couvercle fermé, et elle demeura là un long moment, sans le soulever. Il l'observait depuis la causeuse. Lorsqu'elle revint à son fauteuil, elle ne le regarda point. Elle reprit son ouvrage. Il dit très bas: « Je vous remercie, Adrienne. » Elle dit, sans lever les yeux: « Il n'y avait rien à me remercier, Lucien. » Il y avait. Elle vint aussi à comprendre, dans le même calme de ces semaines, qu'elle était en danger de l'aimer.
C'était le 28 mars, et les premiers crocus étaient sortis le long du mur sud du potager, lorsqu'on aperçut la poussière d'une voiture sur le chemin de la rivière, et Adrienne, marchant avec le duc sur la terrasse, dit « Aurions-nous des visiteurs ?» « Nous n'en avons point. » Mais la voiture continuait. Il en descendit, dans un manteau de voyage, de velours gris, perles bordées de petits gris d'argent, la vicomtesse Sylvaine de Marbeuf. Et derrière elle, le marquis de Tournelle, qui ôta son chapeau d'un geste qui prit dans son arc toute la cour. « Cousine !»« Archilation !» s'écria Sylvaine, levant les bras vers la terrasse comme une sœur revenant de la guerre. Nous passions sur notre route de Pau. Nous n'avons pu supporter l'idée de passer sans un baiser pour vous. Le duc dit, d'une voix qui ne s'éleva point au-dessus du niveau d'une parole polie, et qui pourtant traversa la cour comme une lame posée à plat sur une table. « Vous n'avez point écrit pour vous annoncer, madame la vicomtesse ? Oh, Lucien, ce serait une grossièreté d'écrire. Entre cousins. » Elle avait usé de son prénom. On ne lui en avait jamais accordé la licence. Le duc la regarda, une fois, et ne dit rien. Et Adrienne vit, dans ce seul regard, que la femme dans la cour avait décidé, avant même de quitter Paris, d'en user ce soir. Ils restèrent 2 nuits. Il eût été impossible par les courtoisies de la campagne de les renvoyer à la grille. Au dîner, le premier soir, Sylvaine s'assit à la droite du duc, où Adrienne aurait dû s'asseoir, et elle avait gracieusement opéré la substitution en disant « Adrienne, mets-toi à côté d'Henri Octave, mon cœur, tu ne l'as pas vu ces derniers mois. » Le duc, qui aurait pu corriger le placement, avait laissé passer, parce que corriger c'eût été remettre à Sylvaine le moment. Sylvaine ne laissa point passer le moment. Elle se tourna vers le duc, son verre de vin entre ses doigts blancs, et elle dit « Lucien, vous souvenez-vous de ce petit été à Biarritz, lorsque l'impératrice nous retint tous à sa chasse et que la pluie ruina la seconde journée? Vous souvenez-vous de la villa au stuc rose où nous avons dîné? C'est le camélia. J'y pense chaque fois qu'il pleut. Je me souviens de la pluie, madame. Je ne me souviens point des camélias. Mais vous devez vous souvenir des camélias. Nous avons parlé de l'Italie, vous et moi, à la longue fenêtre. Je ne me rappelle point cette conversation. Lucien, elle rit, comme vous oubliez aisément. Adrienne, du bout de la table, observait le visage de son mari. Il ne se tourna point pour la regarder. Il ne parla qu'à Sylvaine, chaque réplique d'un demi-pas plus brève et plus froide que ce qu'elle lui disait, jusqu'à ce qu'enfin elle se tût. Mais le silence avait la forme de Sylvaine, non la sienne, et Adrienne sentit, sans qu'elle eût su l'expliquer alors, la petite lame régulière d'une jalousie qu'elle ne se savait point porter en elle, glisser sous la côte. Après le dîner, dans le salon de musique, où Sylvaine avait obtenu l'admission par une jolie insistance, elle s'assit au piano et joua une polka de Strauss, mal, puis se leva, posa sa main sur le bras du duc et le pria de tourner les pages d'une chanson qu'elle entendait chanter. Il tourna les pages. Il le fit avec la courtoisie que rien n'aurait pu refuser. Et il ne regarda point sa femme. Adrienne, sur la causeuse, à la fenêtre du midi, pensa « Il la connaît depuis plus longtemps qu'il ne me connaît. Il a dansé avec elle. Elle savait ses pensées injustes, savait que c'était le don de Sylvaine, ce semis, cette pression de ce qui n'était point. Elle le savait. Et la lame pourtant tournait. Le marquis de Tournelle la trouva, ce soir-là,
dans l'orangerie, où elle s'était retirée pour être seule avec l'odeur des orangers. Il entra sans frapper, un verre de cognac à la main, se tint à côté d'elle, dans la pénombre verte, et dit, du ton d'un vieil ami venu, à une heure tardive, dire une dure vérité. « Madame la duchesse, je dois parler en homme d'honneur. Je ne sollicite point votre parole, monsieur. Écoutez-moi un seul instant. Votre mari, il n'est point l'homme que vous le tenez pour être. Il y a des affaires au Jockey Club, il y a des paris, il y a des amusements dont les hommes de son rang se divertissent et dont une jeune épouse est la dernière à savoir. J'ai, vous devez le comprendre, un vieil ami à présent à Bruxelles, le comte de Vaugrineuses, qui a eu occasion, à travers de longues années et de nombreux salons, de connaître votre mari, et dont le récit de certaines transactions, you fancy, s'il le confiait au papier, ne ferait point une lecture confortable à une coiffeuse. Je vous le dis non pour vous blesser, mais parce que j'ai, malgré tout, une estime pour vous. Si jamais vous souhaitez un ami qui dise la vérité, mon adresse vous est connue. » Il s'inclina. Il déposa sur le banc à côté d'elle sa carte, qu'il avait portée déjà préparée dans sa poche. Il sortit. Elle ne ramassa point la carte. Elle observa la buée de son propre souffle dans l'air froid de l'orangerie, et elle prononça à voix haute, à elle-même, le vers qui était le sien. Et elle savait qu'elle n'irait point chez le marquis de Tournelle, ni maintenant, ni jamais. Mais elle savait aussi que la graine que Sylvaine avait plantée à dîner avait été arrosée dans l'orangerie, et que quelque chose, à présent, y poussait, qu'elle ne savait pas encore nommer. Ils partirent le matin du 3e jour, avec des baisers aux 2 joues et des protestations de dévotion. La poussière retomba. La Loire luisait. Adrienne se rendit au salon de musique. Elle attendit. Il vint à midi. Il se tint à la porte. « Lucien, Adrienne, avez-vous jamais été à Biarritz avec elle ?» Il ne répondit point sur-le-champ. Il vint au piano. Il regarda la partition ouverte sur le pupitre, qui était la partition de Don Carlos. Il la referma. « Il y a une chose que je vous dois. Il y a une chose qui me touche. Je ne puis vous donner les deux dans la même heure. La première, vous l'aurez quand la seconde aura été déposée. Je vous demande du temps, Adrienne, ce qui est l'unique indélicatesse que j'avais espéré ne jamais vous demander. Vous ne me répondrez point. Je ne vous répondrai point, encore. » C'était la mauvaise réponse. Tous deux le surent. Il pouvait le voir tomber sur son visage et ne pouvait le reprendre, et elle pouvait le voir ce qu'il avait laissé tomber et ne pouvait défaire qu'il l'eût vu. Il se tourna vers la porte. « Lucien. » Il s'arrêta. « Était-ce votre sœur ?» Il ne se retourna point. Il dit très bas, « Oui, vous avez le droit de savoir cela. Le reste est encore en morceaux. Je le rassemble. » Il sortit. Il suivit alors au château de Rochefort une quinzaine qu'Adrienne se rappellerait jusqu'à la fin de sa vie comme le silence le plus bruyant qu'elle eût jamais habité. Ils ne parlèrent point de Sylvaine. Ils ne parlèrent point de Biarritz. Ils furent courtois au repas. Ils chevauchèrent ensemble une fois, dans la seconde semaine, et échangèrent 8 phrases, dont 7 regardaient la rivière. Il lui fit porter 2 papiers pliés, l'un avec un vers de Lamartine et l'autre avec 2 mesures de tu, chez le Vanita, et elle les rangea dans l'armoire sans les lire à voix haute. Elle joua, seule, dans le salon de musique, et il écouta, seul, dans la galerie du Midi, et ni l'un ni l'autre ne vint à l'autre. Et le petit logement précautionneux qu'il avait bâti de sa vie
dont elle avait commencé à apprendre la forme, retourna entre eux comme un mur. Ce fut le matin du 12 avril, après 13 jours durant lesquels elle n'avait point entendu son mari rire une seule fois, que le courrier du matin venant de Paris apporta un épais paquet adressé à madame la duchesse de Rochefort d'une main qu'elle ne reconnut point. Elle l'ouvrit dans son cabinet de toilette. Elle était seule. Il contenait 4 feuilles repliées ensemble. La première était une copie, d'une main de copiste soignée, d'une inscription censément tirée du livre des paris du Jockey Club, datée du 14 octobre 1868, 6 semaines avant son humiliation à la salle Le Pelletier. L'inscription disait « Monsieur le duc de Rochefort, ayant entendu la coupe levée par le marquis de C et le comte de B, parie 10 000 louis qu'il épousera dans les 12 mois à compter de la présente date une femme sans dot, sans nom, sans beauté et sans la considération du faubourg et la présentera au prochain bal de la princesse Mathilde sous le titre de Madame la duchesse de Herry, Cissienstein, pour la diversion du Paris. Témoin, Monsieur le marquis de Tournelle, Monsieur le comte de Brioude, Monsieur le vicomte de Saint-Égrève. La seconde feuille était le prétendu reçu du Paris, signé. La troisième feuille était une lettre, datée du 2 décembre, d'une main qui ressemblait fort à celle du duc, adressée au marquis de Tournelle. Elle disait « Mon cher marquis, l'affaire de la salle Le Pelletier, hier soir, sert mon dessein admirablement. La fille n'en sera que plus reconnaissante d'être tirée d'embarras. Le reste suivra. J'attends cette votre discrétion. R. » La quatrième feuille était un billet ne portant rien qu'une seule annotation, de la même main que la copie du livre des paris. Enfin, Paris emporté, réglé. 10 000 louis à R. Au 2 février, le jour de son mariage. Adrienne demeura assise, les 4 feuilles étalées sur la table de palissandre de son cabinet de toilette, et elle les lut 3 fois, et elle les relut 4, et la petite lame que Sylvaine avait posée à dîner, et qui avait tourné lentement durant la quinzaine qui avait suivi, s'enfonça à présent jusqu'à la garde. Elle comprit avec la sourde certitude de qui a grandi sur les petits hommages d'une fausse pitié, qu'il avait acheté pour elle le théâtre non par pitié, non par réparation, non par amour, mais pour 10 000 louis au Jockey Club, que le salon de musique et les petits papiers pliés et le silence qu'il gardait sur Marguerite et sur Biarritz étaient tous d'une même étoffe, que le silence de la quinzaine avait été son attente du moment où il s'acquitterait du pari et la rejetterait. Elle ne pleura point. Elle avait passé la quinzaine à apprendre à ne point le faire. Elle se leva. Elle sonna Solange. « Nous partons pour Paris. Madame, le duc est déjà à Paris. Il revient demain soir. Je sais. Que dois-je dire à madame Robineau? Que j'ai été appelé au chevet de ma tante. Que j'écrirai. » Elle partit le matin à 6 heures, dans une petite chaise de voyage banalisée que madame Robineau, pleurant sous son bonnet du matin, n'avait pu la dissuader de prendre. Elle laissa une lettre pour le duc sur la table de palissandre de son cabinet de toilette. Elle était de 4 lignes. « Monsieur, j'ai lu le pari. J'en ai la preuve devant moi. Vous avez honoré votre marché du Jockey Club. Tenez-le pour acquitté. Je ne paraîtrai point dans le faubourg sous votre nom. Adrienne. » Elle ne joignit point les 4 feuilles. Elle les emporta avec elle. Madame Robineau, qui connaissait son maître et craignait son retour plus qu'elle ne craignait le déplaisir de sa maîtresse, dépêcha dans l'heure
le premier piqueur sur le plus rapide des chevaux de carrosse jusqu'à la station d'Amboise, avec la lettre dans un paquet scellé pour l'hôtel de Rochefort, rue de Varennes, par le train de l'après-midi, et la lettre parvint à la rue de Varennes, à Paris, le soir du 13, et fut déposée par le portier de nuit sur le plateau d'argent que le duc trouverait à son petit déjeuner du lendemain matin. Le duc de Rochefort reçut la lettre dans la salle à manger de l'hôtel de Rochefort, rue de Varennes, à 9h15 du matin du 14 avril, étant descendu en s'attendant au petit papier plié de la Loire qu'il avait fait expédier par le courrier du matin. Il la lut une fois, il la lut 2 fois. Il la posa sur la table, à côté de sa tasse de café, à laquelle il n'avait point touché. Il ne dit rien au valet, qui se tenait derrière son fauteuil. Il se leva. Il fit la longueur de la salle à manger 2 fois. Il revint à la table. Il lut la lettre une 3e fois. Il la replia. Il ne demanda point la voiture ce matin-là. Il fit envoyer 2 fois rue de Grenelle par un valet, avec une carte cachetée demandant un quart d'heure auprès de sa femme, et 2 fois la porte de l'hôtel de Vaugirard ne fut point ouverte. Il ne mangea point ce jour-là. Il s'entretint avec maître Vaillant pendant 1 heure, à midi. Il fit les 100 pas dans la bibliothèque de l'hôtel de Rochefort, de la longue fenêtre au bureau, entre 3h07, d'une manière que sa gouvernante décrirait plus tard comme la manière d'un homme comptant les largeurs d'une cellule. Il ne dormit point. À 5h15 de l'aube du 15, il s'habilla sans son valet de chambre, descendit à la porte cochère de sa propre maison et fit demander sa voiture. Ma voiture. Aussitôt, votre grâce. La voiture fut amenée. Le duc descendit les marches sans chapeau. Le matin était d'un bleu vif et froid d'avril qui ne s'était point encore engagé. Et les portiers dans la cour jetèrent un regard sur son visage et détournèrent les cils et laissaient qu'on les rassessa dans les yeux. Il donna l'adresse au cocher. Hôtel de Vaugirard, rue de Grenelle. Ce n'était que 4 rues. L'hôtel de Vaugirard occupait la 3e maison à partir du coin de la rue du Bac. La voiture s'arrêta à la porte cochère. Le duc descendit et tira lui-même la sonnette. La sonnette fut répondue, après un petit intervalle, par le concierge de madame de Vaugirard, un vieil homme nommé Delisle, qui était dans la maison depuis avant la Révolution et à qui l'on avait dit ce qu'il fallait dire. « Monsieur, je suis le duc de Rochefort. Je viens chercher ma femme. » Madame de Vaugirard prie votre grâce de l'excuser. La maison ne reçoit pas ce matin. Vous direz à madame de Vaugirard que je suis à la porte cochère. Vous lui direz que j'y serai admis. Je suis le mari de mademoiselle de Saint-Aubin. Il n'y a point de matin dans ce calendrier où je ne sois reçu. Votre grâce, j'ai mes instructions. Vous avez de nouvelles instructions, monsieur. Ouvrez. Je ne le puis, votre grâce. Le duc de Rochefort se tint à la porte cochère de l'hôtel de Vaugirard à 9h25 du matin du 15 avril 1869. Et ce qui se passa ensuite fut vu par Delisle, par le premier valet de pied Berthier, par 2 palefreniers dans la cour qui étriaient une paire de chevaux bais, par le commis du marchand de linge qui traversait la rue de Grenelle avec un panier de draps plié, et par une marchande de fleurs de la rue du Bac qui s'était arrêtée au coin, parce qu'elle avait entendu une voix élevée dans la rue. Il ne cria point. Le duc de Glace ne criait point. Il éleva la voix exactement 1 fois, et la voix qu'il éleva fut la voix d'un homme qui a décidé dans un seul souffle que la convenance ne le concernait plus.
Vous direz à madame de Vaugirard que si ma femme n'est pas à cette porte avant le coup de midi de Saint-Sulpice, je raserai cette maison jusqu'au pavé. J'achèterai le bail de chaque boutique de cette rue. J'achèterai les voitures de ses derniers invités. J'achèterai le silence de ses domestiques et la parole de ses ennemis. Avant le couchant, j'aurais fait du nom de Vaugirard, l'un des noms que l'impératrice n'entend plus à ses mardis. M'entendez-vous, monsieur? Dites-le lui. Il se tourna. Il revint à la voiture. Il ne regarda point les témoins. Il donna au cocher une adresse, et la voiture partit, et la porte cochère de l'hôtel de Vaugirard se referma derrière lui avec le petit bruit doux d'une porte qui, en réalité, ne s'est point refermée. La marchande de fleurs se signa. Le commis du marchand de linge, qui n'eût su écrire son propre nom, courut porter la nouvelle, à 3 portes, plus loin, rue de Grenelle. Le premier valet, Berthier, attendit que la voiture eût disparu, puis se rendit droit aux cuisines, où la nouvelle passa de lui à la cuisinière, de la cuisinière à la femme de chambre, de la femme de chambre à la blanchisseuse, qui servait aussi à l'hôtel d'Albufera, 2 portes plus loin, et de la blanchisseuse à 4 maisons au couchant. Le matin du 16, le faubourg entier savait que le duc de Glace s'était tenu à la porte cochère de la rue de Grenelle et avait menacé de raser une maison. Le soir du 16, qui était le soir de la grande fête de la duchesse de Galliera, le faubourg entier s'attendait à voir sur le parquet du grand salon un mari humilié dont la femme l'avait abandonné dans le second mois de leur mariage. Adrienne, dans le grenier de l'hôtel de Vaugirard, 3 étages au-dessus de la porte cochère, ne l'entendit point. Les murs étaient épais. On ne lui avait rien dit. Elle ne l'apprendrait que plus tard, par fragments, de la bouche de Solange. Elle était arrivée 2 soirs auparavant, le soir du 13, sous une mince pluie de printemps. Madame de Vaugirard l'avait reçue dans le petit salon vert. Elle ne l'avait point embrassée. Elle l'avait regardée par-dessus le bord de sa tasse de thé et avait dit « Adrienne, tu l'as quitté. » « Je l'ai quitté. Tu sais que c'est irrégulier. » « Je le sais. Tu vas me dire pourquoi. » « Je ne le dirai point, madame. » Madame de Vaugirard se tut. Elle posa sa tasse. « Adrienne, je ne sais ce qui s'est passé. Je suis cependant d'un âge à savoir que les hommes de la rue de Varennes n'achètent point des théâtres pour 10 000 louis sur un pari. Si tu es parti parce que tu as été blessé, je ne t'en blâme point. Si tu es parti parce que l'on t'a raconté une histoire, je te supplie de prendre garde à l'histoire que l'on t'a racontée. Mais Adrienne, dont le chagrin avait dépassé le lieu où l'on entend la sagesse, ne dit que « Oui, madame ». Elle monta à son ancienne étroite chambre d'attique, au 3e. La première journée fut celle qu'elle avait traversée en voyage. Elle ne se déshabilla point. Elle s'allongea sur le petit lit de fer dans la soie couleur de vin de sa robe de voyage et regarda la bougie se consumer jusqu'à la coupe de cuivre et ne la ralluma point. Au dehors par la lucarne, la ville passait dans les formes grises d'avril. Elle entendait la cloche de saint Thomas d'Aquin à chaque quart. Elle n'entendit point, 3 étages plus bas à la porte cochère, la voix de son mari. Elle n'entendit point, 3 rues plus loin, la voiture qui l'emportait. La seconde journée fut un vendredi. Solange apporta du pain sur un petit plateau émaillé, avec du beurre. Et Adrienne la remercia et ne mangea point. Quand Solange fut partie, Adrienne se leva et traversa jusqu'à sa malle, et en souleva le couvercle. Et au fond,
sous la mousseline, se trouvait le petit volume relié de Don Carlos en italien, qu'elle avait emporté avec elle dans la chaise sans y penser. Elle le posa sur la petite table à écrire près de la lucarne. Elle s'assit devant. Elle ne l'ouvrit point. Elle essaya, assise là, de prononcer le vers qui était le sien, et elle s'aperçut qu'elle ne le pouvait pas. Les mots montaient jusqu'à ses dents et s'arrêtaient. Elle avait été la femme qui prononçait le vers. Cette femme n'était pas, ce vendredi-là, dans le grenier de l'hôtel de Vaugirard. La troisième journée fut un samedi. Elle se leva tôt. Elle prit une feuille du papier à lettres de sa tante et une plume à bec d'acier, et elle écrivit à la lucarne d'une main qui la surprit par son égalité. Lucien. Je l'ai lu et j'ai compris. Je ne vous demande pas de nier, je vous demande seulement de me laisser, par votre silence, m'en aller en paix. Je ne contesterai point le mariage. Je rentrerai à Tours, au couvent de la Visitation, où la cousine de ma mère est prieure. Je ne réclame de vous que ma liberté. N'écrivez point, ne venez point, je vous ai aimé. Je ne le retirerai pas, mais je ne le redirai pas. Adrienne. Elle relut la lettre. Elle la relut 2 fois. À la 4e lecture, elle la replia toute petite et tint la chandelle au coin, et elle regarda la flamme manger le papier, lentement, du sceau jusqu'à son nom. La fumée monta aux solives. Quand la lettre fut une boucle noire au bord de la coupe de cuivre, elle l'écrasa du dos de la plume, et elle se leva, et elle se tint à la lucarne. Au dehors, dans la cour, le premier valet Berthier avait sorti les bais pour leur exercice. La cloche de saint Thomas d'Aquin sonna 4 heures. En bas, dans la rue, elle entendit la voix de sa cousine Sylvaine rentrant de Versailles dans un fiacre. L'entendit à travers le mur et à travers le plancher, avec la petite précision d'un son longtemps attendu. La 4e journée fut un dimanche. Solange apporta du bouillon le soir au 3e repas, et elle ne quitta point l'embrasure. Enfin, Adrienne se redressa, prit 3 cuillerées et le repoussa. Et Solange, qui avait soigné sa mère dans les dernières semaines de sa phtisie, s'assit au bord du lit de fer et lui prit la main et ne dit que « Ma petite, on n'avale pas le poison qu'on n'a pas vu. » Adrienne ne répondit point. Le matin du 4e jour, le matin du 16 avril, Sylvaine vint à la porte de sa chambre d'attique. Elle avait appris, par des moyens qu'il lui avait fallu 4 heures à mettre en place, le contenu de la situation. Et elle s'était levée à l'aube, dans sa plus belle robe du matin de rose pâle, le visage composé, en cette douce pitié qu'elle s'exerçait à prendre devant son miroir depuis le mardi. « Adrienne, mon cœur. » Adrienne tourna la tête sur l'oreiller. « Mon amour, on me l'a dit. Je suis venue dès que je l'ai su. Il faut que nous parlions, de femme à femme. Parle, Sylvaine. » Sylvaine s'assit sur le bord du lit. Elle prit la main froide d'Adrienne dans la sienne, qui était chaude. « Ma chérie, les hommes de son rang ne se marient point par amour. Il faut apprendre à vivre avec ce qui nous est donné. Avec le temps, tu verras que le mariage n'est point une malédiction. C'est une dotation. Il te doit un nom. Serre-t'en. Vis dans ces maisons. Surtout. » Et sa voix se fit tendre. « Ne lui reviens pas avant qu'il n'ait été mis à genoux par ton absence. Et il l'a été, mon cœur. Il l'a été. On me dit qu'il s'est tenu à la porte cochère de cette maison hier matin et qu'il a perdu son sang-froid en pleine rue. La moitié de Paris le répète. Je t'aiderai. Je t'ai toujours aidé. » Elle se pencha et l'embrassa au front. Elle sortit.
Ce fut le baiser qui fit la chose. Non pas le pari, non pas les 4 feuilles, non pas le poids morne des 4 journées, non pas la nouvelle du duc à la porte cochère qu'Adrienne apprenait à présent pour la première fois, et qui se mouvait en elle avec une petite reconnaissance lente qu'elle n'avait pas encore le temps de suivre. Ce fut le baiser, car Sylvaine ne l'avait jamais embrassée, enfant, jamais jeune fille, point à son mariage. Et le baiser à présent posé sur son front avait été le baiser d'une femme qui avait obtenu enfin ce qu'elle voulait, et Adrienne, qui avait grandi sur les petits hommages d'une fausse pitié, le reconnut comme on reconnaît le toucher d'une pièce trop bien polie. Elle se leva du lit. Elle traversa jusqu'à la petite table à écrire près de la lucarne. Elle sortit les 4 feuilles. Elle les lut, pour la première fois, d'un esprit qui n'était plus brisé. Le pari était daté du 14 octobre. Elle se rappela le 14 octobre. C'était un mercredi. Madame de Vaugirard l'avait amené, contre son gré, au salon de la princesse Mathilde, où sa tante avait espéré présenter Sylvaine au comte de Nieuwerkerk. Le duc de Rochefort y avait été. Il s'était tenu près du piano, fort tranquille, le seul homme de la salle qui n'eût parlé à personne, et elle l'avait jugé froid. Elle avait joué, lorsqu'on l'avait prié, le nocturne lent de Chopin, et avait senti entre la seconde et la 3e page le moindre poids de son attention, et lorsqu'elle s'était relevée du piano, il avait disparu. Il n'avait point été au Jockey Club le 14 octobre. Elle se pencha sur le pari. Elle se pencha sur la lettre du 2 décembre. Elle prit la petite loupe à manche de nacre que sa tante gardait sur sa table à écrire pour lire les listes d'abonnements. Elle regarda la boucle du G minuscule dans la prétendue signature Rochefort. Elle était fausse. Elle avait vu sa main 30 fois durant les semaines à la Loire. Les billets du matin sur son plateau, la dédicace dans la partition de Don Carlos, les petits papiers pliés dans l'armoire, les instructions à Madame Robineau. Elle connaissait le G de la prétendue lettre bouclait à droite, là où le sien bouclait à gauche. Le pari était un faux, la lettre était un faux, le reçu était un faux. Elle demeura immobile. Elle pensa Sylvaine, puis elle pensa plus durement. Pourquoi était-il à la porte cochère? Un homme qui avait acheté une femme pour 10 000 louis ne se rendait point en personne, sans chapeau, le matin, à la grille du marché qu'il avait répudié pour menacer de raser une maison. Un homme qui avait acheté une femme pour 10 000 louis envoyait un notaire et un chèque. L'homme de la porte cochère avait été l'homme du salon de musique. L'homme du salon de musique n'avait point écrit le pari. Elle se leva. Elle traversa le couloir, en robe de chambre, pieds et nus, jusqu'au cabinet d'écriture de sa tante, où le bureau de noyer sculpté se trouvait sous la fenêtre donnant sur la cour. Et elle ouvrit, vivement, parce que Madame de Vaugirard pouvait survenir, le tiroir du bas. Il contenait la correspondance du matin de la maisonnée. Elle lut 3 lettres en 2 minutes. Elle trouva au fond une lettre inachevée de la main de Sylvaine, adressée au marquis de Tournelle, et qui commençait « Henri Octave, le paquet a été remis mardi par le garçon de l'hôtel Drouot, et notre cousine se tait depuis 4 jours. Ne la pressons point encore, elle ne reviendra à lui qu'après être venue à moi d'abord, et lorsqu'elle sera venue à moi, j'écrirai à V à Bruxelles, par le même canal qu'auparavant, afin que nous tenions le second instrument prêt contre. » Cela s'arrêtait là. L'unique initiale V, dans l'écriture soignée de sa cousine,
se posa sur la page comme une petite clé tournée dans une serrure dont elle n'avait pas su l'existence. Elle se rappela alors où elle avait entendu le nom. Elle se rappela l'orangerie. Elle se rappela le marquis à son épaule. Un vieil ami, à présent, à Bruxelles, le comte de Vaugrineuses. Le nom avait passé devant elle alors comme tout autre nom. Il ne passa point devant elle à présent. Adrienne replia la lettre inachevée et la glissa dans sa robe de chambre. Elle revint à sa chambre et sonna. Solange. Solange, coiffe-moi, je porterai la robe du voyage. Et la somme de noces. Nous sortons ce soir. Madame, où? À l'hôtel de Galliera. La grande fête de la duchesse a lieu ce soir. Le duc y sera. Madame, vous n'avez pas été conviée. Je suis la duchesse de Rochefort, Solange. Je n'ai besoin d'aucune invitation. Solange la coiffa en silence. Comme elle laçait la soie, gris perle à la taille. Adrienne se tint au cheval-glace, tenant en pensée les 4 feuilles qu'elle avait pliées dans son réticule, et elle dit tout haut, à personne, le prochain bal de la princesse Mathilde. Elle avait lu et relu la copie du livre des paris durant la matinée. Le pari parlait de présenter une duchesse au prochain bal de la princesse Mathilde. La princesse Mathilde Bonaparte, fille de Jérôme, donnait des mardis rue de Berry. Lecture, musique de chambre, à l'occasion un souper pour 30. Et n'avait point donné de bal depuis le mariage de son cousin en 1855. Sa tante avait été à 40 de ces mardis. Adrienne elle-même avait joué le nocturne lent à l'un d'eux. Il n'y aurait point cette saison, ni aucune autre, de prochain bal, rue de Berry. Le pari avait été écrit par un homme qui n'avait jamais été reçu dans cette maison. Les faussaires n'avaient point été habiles. Ils n'avaient été que minutieux. Madame, la robe est lacée. À l'hôtel de Galliera, Solange. Or, en matière de billets à ordre, il faut savoir que le crédit d'un gentilhomme de bonne maison dans le Paris du 3e Napoléon était une chose plus précieuse que l'argent même, car l'argent en ces années-là se levait sur le crédit, et le crédit reposait sur l'honneur personnel de la signature. Le procureur impérial pouvait emprisonner un faussaire pour 5 ans, mais le jockey-club pouvait lui fermer ses portes au visage le restant de ses jours. Le marquis de Tournelle, depuis 10 ans, empruntait sur des signatures qui avaient cessé de respirer sous le règne précédent. Et ces billets, il avait fini au printemps de 1865 par les négocier avec un certain comte de Vaugrineuses à Bruxelles, qui était lui-même à cette date un homme trop publiquement compromis pour refuser un complice. Ils faisaient affaire ensemble depuis 4 ans. Le comte de Vaugrineuses avait été, durant ces 4 années, le patient gibier du duc de Rochefort, et le marquis de Tournelle, en se tenant trop près du comte trop longtemps, en était devenu le proche compagnon. Il n'avait point été assez habile pour échapper à la vigilance d'un homme qui, durant 2 années, n'avait eu rien d'autre à faire que de l'observer. L'hôtel de Galliera, rue de Varennes, à 3 portes seulement de l'hôtel de Rochefort lui-même, fut ce soir-là la maison la plus brillamment éclairée du faubourg Saint-Germain. La duchesse de Galliera avait rassemblé 300 des personnes qui, dans l'empire du 3e Napoléon, étaient considérées comme contents, et les lustres du grand salon brûlaient à plein gaz, et l'orchestre jouait une valse de Strauss, et les pièces étaient une grande forêt chaude et parfumée de soie, d'habits noirs et de décorations. Sous la surface de la musique, cependant, courait le petit murmure parisien des soirs où Paris a une nouvelle.
La moitié de la salle avait entendu, par tel ou tel canal, que le duc de Rochefort s'était tenu la veille à la porte cochère de l'hôtel de Vaugirard et avait menacé de raser une maison. L'autre moitié avait entendu que la duchesse de Rochefort avait abandonné son mari le 13 avril. La plupart avaient entendu les deux. Ils observaient les portes. Ils observèrent le duc lorsqu'il arriva à 9h30. Il était venu parce que le marquis de Tournelle devait y être. Et parce qu'il avait, au cours des 5 mois précédents, assemblé patiemment la pile précautionneuse de pièces qui prouvaient le marquis avoir falsifié des billets à ordre au nom d'hommes morts, dans le but d'emprunter sur des crédits qui n'existaient pas. Et ce soir-là, en présence des hommes dont l'opinion gouvernait la rue Scribe, il entendait poser cette pile. Il était venu sans sa femme, dont il n'avait pas vu un cheveu en 5 jours, et dont il n'avait pu obtenir, malgré 3 notaires et 2 agents particuliers, aucune information que ce fût. Il était venu aussi parce qu'il ne pouvait demeurer à l'hôtel de Rochefort, parce que les pièces qu'il avait bâties pour elle étaient silencieuses, et qu'il ne pouvait supporter une autre nuit silencieuse sous le toit où il avait failli à la garder. Le marquis arriva à 10h, Sylvaine au bras. À 5 minutes, après 10h, tomba sur la salle ce petit silence particulier qui tombe lorsqu'une personne inattendue entre dans une pièce et les portes du grand salon s'ouvrirent, et par elle entra, seule, sans escorte, sans annonce, les cheveux coiffés à la grecque, comme elle avait choisi pour son voyage de noces, dans la robe de soie gris perle que le duc lui avait lui-même donnée 4 mois auparavant, la nouvelle duchesse de Rochefort. L'orchestre du salon voisin continuait de jouer. Personne, dans le grand salon, ne bougea. Elle ne regarda point autour d'elle. Elle marcha droit devant. La foule s'écarta. Elle n'avait rien répété. Elle n'en avait point besoin. On l'avait élevée à traverser des salles dont les maîtres n'avaient pas voulu d'elle. Et ce soir-là, pour une fois, elle traversait une telle salle comme la seule personne dont le droit d'y être ne souffrait pas la moindre question. Elle vit son mari. Il la vit. Son visage bougea, chose qu'elle ne lui avait pas vu faire en 2 mois. Et il commença aussitôt à venir vers elle. Elle leva la main, le moindre mouvement. Attendez. Il s'arrêta. Elle ne vint point à lui. Elle alla au marquis de Tournelle, qui se tenait avec 3 hommes au long buffet sous le portrait du feu duc de Galliera, et qui ne l'avait pas encore vu, et qui se retourna au petit silence qui s'était fait autour de lui et devint, en un seul mouvement, de la couleur du marbre dans son dos. Monsieur le marquis, Madame la duchesse, je suis venu ce soir vous rendre une chose que vous m'avez fait parvenir par le garçon de l'hôtel Drouot il y a 6 jours. Elle tira de son réticule les 4 feuilles, repliées. Elle les tint un instant dans sa main, comme on pèse une chose une dernière fois, avant de la déposer. Et sous le lustre du grand salon, elle vit, prise dans le grain de la copie du livre des paris, la petite sirène en filigrane de l'hôtel Drouot qu'elle n'avait pas vue à la chandelle de la table à écrire de sa tante, parce que la chandelle de la table à écrire de sa tante n'était point le lustre de la duchesse de Galliera. La 3e preuve avait attendu cette pièce. Elle ne les lui remit point. Elle les laissa tomber avec une grande délibération sur le parquet à ses pieds. J'avais d'abord pensé les garder. J'ai changé d'avis.
Ce sont des faux, monsieur, et les faux sont les vôtres, et vous y avez signé votre ouvrage aussi nettement que si vous y eussiez apposé votre nom. La page du livre des paris est sur le papier de l'hôtel Drouot. Il y a la sirène dans le grain, monsieur. Vous n'avez qu'à la mettre à la lumière. Et Onde et le Jockey Club usent du papier du Marais et le fait depuis avant que je ne fusse né. L'écriture de la prétendue signature porte au G une boucle que mon mari n'a jamais faite de sa vie. Et le Paris lui-même propose la présentation publique d'une duchesse au prochain bal de la princesse Mathilde, alors que toute maison de ce côté-ci du fleuve sait que son Altesse n'a pas donné de bal en 14 ans et accueillerait aussi volontiers un cirque qu'un quadrille à ses mardis. J'ai gardé le lit chez ma tante 4 jours parce que je croyais à votre ouvrage. Je n'y passerai point une 5e. Ramassez vos papiers, monsieur. Il ne les ramassa point. Un murmure courut la salle. La duchesse de Galliera, à 74 ans, reconnut le moment pour ce qu'il était et s'avança, majestueuse, en soie lavande, et se tint à la droite d'Adrienne sans parler, et inclina la tête une fois, et le moment reçut le poids de la maison. Le duc de Rochefort s'était approché. Il se tenait à la gauche d'Adrienne. Elle ne le regarda point. Elle dit « Monsieur le marquis, mon mari, je crois, a ses propres affaires avec vous ce soir. Je ne les interromprai point. Parlez, monsieur le duc. » Le duc s'avança. Il tira dessous son habit le paquet relié qui se trouvait dans le coffre-fort de la rue de Varennes depuis 2 mois. Il ne l'ouvrit point. Il s'adressa à la salle. « Mesdames, messieurs, pardonnez-moi la gravité de l'heure. Je n'avais pas songé à porter cette affaire sur le parquet de madame la duchesse de Galliera. L'affaire y a cependant été portée par d'autres voix que les miennes, et il vaut mieux la conclure dans la salle où elle a commencé. » Il se tourna vers un comte près de la cheminée. « Monsieur de Brioude, vous êtes au comité du Jockey Club. Faites-moi la grâce de recevoir ces papiers. » Le comte s'avança. Il prit le paquet. Le duc dit « Ce sont 11 billets à ordre, pour des sommes s'élevant à 460 000 francs, tirés sur le feu comte d'Auvergne, le feu marquis de Saint-Phal, le feu vicomte de Précy, et 4 autres gentilshommes qui sont dans leur tombeau depuis 4 à 11 ans. Les signatures ont été vérifiées par maître Vaillant. Ils ont été négociés à 350 000 francs par le gentilhomme à mes côtés, de concert avec un complice à Bruxelles dont plusieurs des présents reconnaîtront le nom. La banque Perrier l'a confirmé. » Le comte de Brioude ouvrit le paquet. Il lut quelque temps. La salle était entièrement silencieuse, à l'exception de l'orchestre du salon voisin, qui n'avait point été informé et qui jouait toujours. Le comte releva la tête. Il regarda le marquis de Tournelle. Il dit, d'une voix qui ne portait pas loin, mais qui n'avait point besoin de porter plus loin. « Monsieur, vous quitterez cette maison dans le quart d'heure. Vous quitterez Paris dans la semaine. Vous ne vous présenterez plus rue Scribe. J'instruirai maître Vaillant de communiquer demain matin avec le procureur impérial. » Le marquis ne dit rien longtemps. Puis il dit, de la petite voix amère d'un homme qui a décidé que, s'il doit tomber, il ne tombera pas poliment, « Votre grâce a été remarquable de patience. 4 ans, n'est-ce pas, avec vos grigneuses? Vous avez employé contre lui les mêmes instruments que vous avez employés contre moi, et à la même fin. Je ne reproche point à votre grâce vos grigneuses. L'homme me devait 300 000 francs et ne les devra plus à personne.
je ne reproche à votre grâce que la manière. Vous prononcerez le mot d'honneur dans cette pièce avec la même aisance que les autres, alors que l'honneur lui-même a été le long et patient serviteur de votre vengeance. Il y eut dans le grand salon un silence d'une espèce plus ancienne que l'orchestre et plus ancienne que les lustres. Le nom était tombé dans la pièce comme une pierre dans une eau immobile. 3 personnes parmi les présentes le connaissaient. La duchesse de Galliera le connaissait. Elle avait été belle-sœur de la mère du comte de Vaugrigneuse sous le règne précédent et n'avait pas prononcé ce nom à voix haute depuis l'automne de 63. Le vieux marquis de Saint-Jouin, près de la cheminée, le connaissait. Il avait été second à un duel au bois de Vincennes jadis et n'avait pas oublié l'homme qui se tenait en face. Et la nouvelle duchesse de Rochefort le connaissait. La duchesse de Galliera tourna la tête d'un quart de pouce vers Adrienne, dans le petit mouvement involontaire d'une personne qui vérifie qu'une autre a été touchée. Et elle vit ce qu'elle s'attendait à voir, que la jeune femme à la soie gris-perle avait pris la couleur de la soie qu'elle portait. La salle vit la duchesse de Galliera tourner. La salle comprit que quelque chose de plus qu'un faux avait été déposé sur le parquet et que ce quelque chose de plus appartenait à la duchesse de Rochefort et qu'elle le portait debout. Le duc de Rochefort ne répondit point et Einstein au marquis. Il se tourna plutôt, très lentement, vers sa femme. Adrienne. Elle le regarda. Son visage avait changé. Il avait changé au mot « Vaugrigneuse » et il l'avait vu changer et il n'allait point feindre à présent qu'il ne l'eût pas vu. J'avais voulu vous dire tout cela dans le salon de musique de la Loire. À l'heure de mon choix, le marquis l'a choisi pour moi. Je demande à la salle un instant de patience pendant que je dis à ma femme, d'une voix assez basse pour que la salle n'entende pas, mais assez haute pour que ma femme n'ait pas à se pencher, ce que j'aurais dû lui dire en février. Il lui prit la main. Il la mena de 2 pas vers le grand trumeau où la lumière tombait moins. Il parla à la hauteur d'une confidence entre 2 personnes. L'homme qui a tué votre père en 1855 et l'homme qui a tué ma sœur en 1863. Il s'appelle Vaugrigneuse. Je suis à lui par les patients instruments de l'argent depuis 4 ans. Il est à Bruxelles. Il n'y sera pas longtemps. J'ai appris ce que vous étiez, de qui vous étiez la fille. 3 semaines après vous avoir vu pour la première fois au salon de la princesse Mathilde, 2 ans avant le bec de gaz au bouquet d'Italie, je suis venu au bec de gaz au bouquet d'Italie, non par hasard. Je suis venu parce que j'avais appris par certains canaux que vous seriez à la salle Le Pelletier ce soir-là. Je suis venu vous regarder de nouveau. Je suis venu comme un homme vient à une fenêtre. Je n'ai pas été honnête avec vous sur ce qui m'a mené à cette fenêtre. Je le suis à présent. Elle ne parla point. Elle ne bougea point. Pardonnez-moi le temps que j'y ai mis. Elle dit très bas, « Vaugrigneuse. Oui, c'est Vaugrigneuse qui a tué mon père à Vincennes. » Oui. Elle ferma les yeux une fois. Elle les rouvrit. Lucien. Adrienne. Conclut avec Sylvaine. « Je resterai ici. Je ne bougerai pas. Nous parlerons sur le chemin de la Loire. » Il s'inclina. Il se retourna vers la salle. 2 hommes, en livrée du duc de Rochefort, s'avancèrent. Ils ne portèrent point la main sur le marquis. Ils n'en eurent point besoin. Ils marchèrent à ses épaules. Il sortit, entre eux, à travers le parquet, par les portes ouvertes, dans la nuit. On ne le revit plus jamais à Paris. Et Adrienne se tourna alors, dans le silence qui suivit, vers sa cousine.
Sylvaine était seule. Sa main avait été sur le bras du marquis. Sa main n'était plus à présent sur le bras de personne. Son visage avait pris la couleur de sa robe, céladon, qui n'était point une couleur. Cousine, Adrienne, vous avez écrit une lettre de la main de mon mari. Adrienne. Adrienne, c'était Henri Octave. Je n'y suis pour rien. Vous avez écrit la moitié d'une lettre de votre propre main au marquis de Tournelle, que j'ai trouvée dans le tiroir du bas du bureau d'écriture rue de Grenelle, et je vais la remettre à madame la duchesse de Galliera, qui a eu la bonté de nous prêter son parquet. Elle se tourna. Madame la duchesse de Galliera reçut la lettre inachevée de sa main. Elle la lut. Elle ne la rendit point. Elle regarda Sylvaine. « Madame de Marbeuf, dit-elle, vous ne serez plus reçue dans cette maison, ni dans aucune maison de ce quartier qui tienne à la vérité, ni aux Tuileries, tant que j'aurai une langue pour parler à l'oreille de l'impératrice, ni au Jockey Club, tant que le duc de Rochefort en aura une. » Elle marqua un temps. Quittez cette pièce. Sylvaine tomba devant le grand trumeau du grand salon, à genoux. Elle ne pleura point fort. Elle pleura dans le silence où les femmes de son éducation avaient appris à pleurer. Les larmes descendaient sur la soie céladon de sa robe. Un petit espace se fit autour d'elle. Personne ne lui tendit la main. Ce fut Adrienne qui s'avança. Elle traversa le parquet du pas lent d'une femme dont l'heure avait été longue à venir. Elle ne regarda point la compagnie. Elle regarda Sylvaine. Elle s'agenouilla, réellement, dans la robe qui avait été celle de son voyage de noces, sur le parquet du grand salon de l'hôtel de Galliera, devant 300 personnes, à côté de sa cousine. Elle parla très bas. La salle dut se pencher pour entendre, et la salle se pencha. « Sylvaine, je ne vous demanderai point d'excuses. Vous passerez le restant de votre vie à comprendre ce que vous avez fait, et ce travail sera plus que ce que je pourrais vous demander. Vous ne serez cependant point traqué. Il y a à Tours le couvent de la Visitation, où la cousine de ma mère est prieure. Elle vous recevra en mon nom, comme elle m'eût reçu. Vous y vivrez en retraite. Vous n'y serez ni emprisonné, ni poursuivi. Le monde poursuivra. Vous ne le ferez point. Voilà ce que je vous souhaite. Voilà ce que je vais arranger. » Elle marqua un temps. « Levez-vous, Sylvaine. » Sylvaine ne put se lever. Adrienne se releva. Elle ne la regarda point de nouveau. Elle tendit la main à son mari. Il la prit. Ils quittèrent ensemble l'hôtel de Galliera. Or, en matière de retraite, il faut dire que le couvent de la Visitation à Tours avait, dans le Paris du Second Empire, accueilli une longue succession de femmes de la haute aristocratie dont les vies s'étaient brisées sur les rochers du faubourg et leur avait donné, en échange d'une dot pour l'ordre, une réclusion respectable et le droit de marcher sans reproche dans le petit jardin clos jusqu'à la fin de leur jour. Ce n'était point une punition, c'était la fermeture d'une porte que le monde avait déjà close, afin de garder ce qui restait de dignité. Sylvaine de Marbeuf fut à Tours en 3 semaines. Elle y vécut 31 ans. Elle lut les lettres qu'Adrienne lui envoya 4 fois l'an le restant de sa vie, et y répondit, et fut enterrée dans le petit cimetière du couvent sous une pierre qui ne portait que V de M, 1844 à 1900. Le prénom Sylvaine n'y figure pas. Elle avait demandé qu'il n'y figurât pas, mais cela est pour après. Le duc de Rochefort et sa femme roulèrent à travers la nuit du 16 avril vers la Loire. Ils ne parlèrent point dans la voiture des 4 feuilles, ni du marquis, ni de Sylvaine.
Il lui tint la main. Elle posa la tête, après quelques heures, contre son épaule, et dormit le sommeil d'une personne qui n'avait pas dormi depuis 5 jours. Et il ne bougea point, parce que bouger l'eût réveillé. Ils atteignirent le château de Rochefort à l'heure blanche avant l'aube. Il la mena aussitôt au salon de musique. Il l'assit sur la causeuse à la fenêtre du midi, et il s'assit au piano. Il joua de la seule main droite, car il n'était point un joueur à rivaliser avec elle, la lente figure d'introduction de l'orchestre à la prière d'Élisabeth, tu, che le vanità conoscesti del mondo. Et il s'arrêta, et il se tourna vers elle sur la banquette. Adrienne, Lucien, j'ai une chose à vous dire en entier. Je vous ai dit jadis que je vous la dirais à l'heure de mon choix. J'ai choisi cette heure-ci, cette heure-ci, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Elle attendit. J'ai eu une sœur. Il n'avait point, en 5 mois, prononcé cette phrase. La pièce tint la phrase, comme une pièce tient une chandelle. Tac, Marguerite. Elle avait 8 ans de moins que moi. Elle avait 19 ans au printemps de 1863. Elle avait été fiancée par la volonté de notre feu père au comte de Vaugrigneuse, un homme qui n'était pas digne du privilège, et le comte rompit les fiançailles sur un prétexte qu'il avait lui-même fabriqué afin d'épouser une fortune de 500 000 francs venus de la bourse, et il se prémunit contre le scandale de sa rupture en répandant dans 3 salons du faubourg une petite vilaine histoire sur Marguerite qui n'était pas vraie et qui fut répétée dans ces salons avant d'être reçue. Elle fut écartée. Les invitations cessèrent. Elle ne comprenait pas pourquoi. Notre mère comprenait et ne pouvait défaire. J'étais au Mexique. J'étais au siège de Puebla. J'avais été décoré pour valeur sur le champ par l'empereur Maximilien le 11 mai 63. Je rentrai rue de Varennes en novembre de cette même année. Marguerite était dans son tombeau depuis 38 jours. Elle avait refusé de manger. Elle avait pris froid. Elle ne s'était point défendue. Il s'arrêta. Il n'avait point élevé la voix. 3 semaines après vous avoir vu pour la première fois, il y a 2 ans, au salon de la princesse Mathilde, quand j'avais chargé maître Vaillant de faire une enquête particulière sur votre famille, j'appris que l'homme qui avait tué votre père dans un duel aux cartes au printemps de 1855 et qui avait laissé votre mère et vous-même sans ressources était le comte de Vaugrigneuse. Le même comte. Je n'y crus point, d'abord. Je fis vérifier par maître Vaillant 3 fois. Les pièces du duel sont encore au registre de Vincennes. Les seconds sont nommés. Il a tué Frédéric de Saint-Aubin le matin du 11 avril 1855. Ce ne fut même point une querelle. Il avait insulté le comte aux cartes parce que le comte était un homme d'honneur et que Vaugrigneuse était un homme qui se servait de l'honneur des hommes, meilleur comme d'une route. Votre père l'appela. Votre père tira le premier et manqua parce que sa main tremblait à cause de ce qu'il savait sur la portion de sa fille. S'il mourait, Vaugrigneuse tira le second et ne manqua point. Elle demeura immobile. Elle avait cessé de respirer. Il le vit. Il attendit qu'elle eût recommencé. Je l'appris il y a 2 ans. Je ne m'approchais point de vous. Je ne m'approchais point de vous parce que je ne savais point si ce que j'éprouvais pour vous était un sentiment ou une dette ou une symétrie entre 2 tombes. J'étais rentré du Mexique en retard 1 fois. Je ne serais point en retard 2 fois par hâte. J'observais. Je vous observais aux Tuileries, dans le manteau trop léger. Je vous observais à la Madeleine payant pour le Narcisse.
Je vous observais sous la pluie au théâtre italien. Je retournai chez la princesse Mathilde en octobre de l'an passé, le 14, qui est la date dont Sylvaine et Tournelle se servirent plus tard pour leur faux, parce que c'était la date à laquelle on m'avait vu en votre compagnie en public, et qui leur servait pour son caractère récent et vérifiable. J'étais venu ce soir-là pour écrire à votre tante le lendemain matin. Je n'écrivis point, et 3 semaines plus tard, le 9 novembre, vous vous rendîtes seul à la salle Le Pelletier, avec 18 francs et la soie de votre mère et une vieille servante. Et les portiers de Paris vous firent ce que les salons de Paris avaient fait à Marguerite. J'avais été 3 minutes au bec de gaz, Adrienne. 3 minutes seulement. J'avais été en retard d'une saison. Je me dis que je ne le serai plus. Il se leva du piano. Il vint à la causeuse. Il ne s'assit point à côté d'elle. Il se mit à genoux sur le parquet du salon de musique qu'il avait fait bâtir 2 ans plus tôt devant sa femme. Adrienne, je vous ai acheté le théâtre parce que je vous avais laissé seule devant lui et que je ne pouvais défaire votre fait d'avoir été là, mais je pouvais défaire la solitude. Je vous ai demandé en mariage parce que je souhaitais, par mon titre, dresser un mur entre vous et les portiers de chaque théâtre que vous fréquenteriez. Je n'ai pas dit amour en novembre parce que je ne croyais pas en avoir gagné le droit. Je ne l'ai pas dit en février ni en mars parce que je ne croyais pas l'avoir encore gagné. Je le dirai à présent parce que le droit n'a rien à voir avec la chose. Je vous aime, Adrienne. Je vous aime depuis le nocturne lent. Je vous aime dans ce salon de musique que j'ai bâti pour vous quand je n'avais pas encore échangé un mot avec vous. Je vous aime dans la robe de soie gris-perle dans laquelle vous avez traversé le grand salon de Madame de Galliera ce soir. Je vous aime dans le vers que vous avez prononcé sous le bec de gaz. Je vous aime dans les 4 feuilles que vous avez déposées au pied du marquis. Je vous aimerai dans les silences que nous partagerons par la grâce de Dieu longtemps. Je n'avais pas voulu de nos 2 tombes pour parquet de notre mariage. J'avais voulu que le mariage vînt d'abord. Le marquis ne l'a point permis. Nous nous tenons sur les tombes. Il faudra que nous y vivions. Je vous demande, Adrienne, d'y vivre avec moi. Elle se tut. Elle ne pleurait point. Son visage avait l'immobilité d'un visage qui a déposé, enfin, un long fardeau. Lucien, Adrienne, vous vous êtes tenu à la porte cochère de la maison de ma tante hier matin. Je m'y suis tenu. La moitié de Paris le répète. Je sais. Vous avez élevé la voix. J'ai élevé la voix. Ce n'est pas une chose que fait le duc de Glace. Ce n'en est pas une. Pourquoi l'avez-vous fait? Il la regarda. Parce que je pensais vous avoir perdu. Parce que le Paris, s'il y avait eu un Paris, eût voulu dire que je vous avais perdu 2 fois. Parce que j'avais failli une fois en une saison à rentrer pour une sœur, et que je ne faillirais point, cette fois, à parcourir 4 rues pour une femme. Je me suis brisé à la grille de votre tante, Adrienne, parce que la seule chose que j'ai réellement tenue dans ma vie, et la seule chose que je ne puisse perdre, se trouvait 3 étages au-dessus de moi, derrière une porte qu'on ne me permettait pas d'ouvrir. J'ai passé 14 ans à bâtir un visage que le faubourg ne devait pas pouvoir lire. J'ai abandonné ce visage hier matin à 9h25 et cela m'a coûté fort peu parce que le visage avait cessé de m'être utile la nuit où je vous ai entendu prononcer le vers au bec de gaz. Je ne le retrouverai pas. Je ne le veux pas.
Je vous le dis afin que vous sachiez, lorsque Paris répétera l'histoire demain et après-demain, ce que l'histoire a été. Elle attira sa main contre sa joue, elle l'y tint. Lucien, vous n'avez pas été en retard. J'ai été en retard de 3 semaines, de 2 ans, de tout le silence de Marguerite, de tout le tombeau de mon père, des 4 années qu'il m'a fallu pour conduire Vaugrigneuses à Bruxelles. Vous n'avez pas été en retard. Vous êtes venu à l'heure où j'avais besoin de vous, et vous n'êtes pas venu plus tôt. Si vous étiez venu plus tôt, je n'aurais pas su comment vous recevoir. Je n'aurais pas connu le salon de musique comme je le connais à présent, ni le vers comme je le prononce à présent, ni l'homme qui s'est tenu à la grille de ma tante et a perdu son sang-froid pour moi. Marguerite n'a pas été votre faute, Lucien. Elle n'a pas été votre faute. Elle a été la faute du comte de Vaugrigneuses et des 3 salons qui ne l'ont pas contredit. Mon père n'a pas été votre faute. Il a été la faute du comte de Vaugrigneuses et de sa propre main qui tremblait. La même blessure nous a été faite, à vous et à moi, par le même homme, et nous ne savions pas, durant 2 années, que nous la partagions. Nous le savons à présent. Je ne vous pardonne pas, Lucien, parce qu'il n'y a rien en vous à pardonner. Il n'y a que ce que j'ai à vous remercier, et je n'aurai point fini de vous en remercier avant la fin de ma vie. Il ne répondit point. Il appuya son front contre le sien. Il y demeura. Les premiers crocus contre le mur sud du potager étaient déjà passés à cette époque, mais le lilas à la grille de la chapelle commençait, et le long du chemin de la rivière, les martins pêcheurs étaient revenus, et la grande Loire lente continuait son long chemin vers la mer. Ce fut un dimanche de mai, 6 semaines plus tard, qu'Adrienne, assise au piano du salon de musique, les fenêtres du midi ouvertes sur l'air qui se réchauffait, commença à jouer, de mémoire, l'introduction orchestrale à la prière d'Élisabeth de Valois. Le duc de Rochefort se trouvait dans la galerie du midi. Il entendit. Il vint. Il se tint au chambranle de la porte, où il s'était tenu 3 mois plus tôt avec un petit papier plié à la main. Il n'entra point. Il écouta. Elle finit l'introduction. Elle marqua un temps. Elle éleva la voix. Elle chanta le vers qui avait été le sien, le vers qui avait été celui de sa mère, le vers qui était à présent aussi le sien à lui, tuche le vanita conoscesti del mondo. Il traversa la pièce. Il posa la main sur son épaule, à l'endroit où, dans le froid de l'orangerie, elle avait senti la petite lame d'une injustice tourner. Elle ne cessa point de jouer. Elle dit très bas, sous la musique, « Nous avons connu les vanités, Lucien. » Il répondit de la même voix, « Nous les avons connues, nous voici. Nous voici. » La Loire lente continuait. Le lilas, à la grille de la chapelle, s'était ouvert. Le portier Faraud était le concierge d'un petit hôtel, garni du 7e arrondissement, où il ouvrait les portes à quiconque apportait un billet. Le marquis de Tournelle gardait ses logements à Bruxelles, où il avait rejoint le comte de Vaugrigneuses juste à temps pour que le dernier instrument de la campagne de 4 ans du duc tombât sur la maison du comte. Après quoi, ni l'un ni l'autre des 2 hommes ne fut plus jamais entendu en compagnie de gentilshommes. Sylvaine de Marbeuf marchait dans le jardin clos du couvent de Tours, sous les châtaigniers. Madame de Vaugirard, qui n'avait été l'orchestratrice de rien de tout cela, mais qui avait failli à l'empêcher sous son propre toit, vendit l'hôtel de Vaugirard l'automne suivant et se retira chez une cousine à Blois, où elle
vécut 7 années encore dans la petite pénitence précautionneuse d'une femme qui a compris trop tard ce qui passe par son salon. L'impératrice Eugénie était aux Tuileries, où, dans les 18 mois qui suivraient, le monde qu'elle avait gouverné s'effondrerait autour d'elle. Et dans le salon de musique du château de Rochefort, le duc de Rochefort gardait la main sur l'épaule de sa femme, et sa femme jouait, et la prière d'Élisabeth de Valois, qui avait connu les vanités du monde et avait fait sa paix avec elle, montait et montait dans la haute lumière pâle d'une après-midi de mai sur la Loire, et était le seul son dans la longue maison silencieuse.